Bonjour à tous, bienvenue dans Politique Matin, une heure d'information politique et parlementaire à 6 jours du premier tour des élections législatives. Pour nous accompagner ce matin, l'eurodéputée écologiste Karima Delli. Bonjour. Bonjour. Avec vous, nous reviendrons sur la sortie des États-Unis de l'accord sur le climat. Mais avant cela, vous réagirez également à la revue de presse, celle d'Ahmed Tazir. Bonjour Ahmed. Bonjour. Les journaux reviennent évidemment sur les attaques de Londres. Oui, toute la presse revient sur les attentats de Londres, touchés en plein cœur, titre la presse aujourd'hui. Et puis à 9 h, ce sera l'invité de la matinale, Philippe Goujon, député Les Républicains de Paris. On parlera de l'attentat qui a touché la capitale britannique ce week-end, de la prolongation de l'état d'urgence en France. Mais nous aborderons également des questions de politique nationale avec des Républicains à la peine à quelques jours des élections législatives. Voilà pour le programme. Si vous souhaitez commenter cette émission, vous pouvez le faire sur les réseaux sociaux avec le hashtag PaulMat. Mais tout de suite, les 3 informations à retenir de ce lundi 2 juin 2017. L'enquête se poursuit en Grande-Bretagne après l'attaque terroriste perpétrée dans la capitale samedi soir. Un attentat revendiqué par le groupe État islamique. Le bilan fait état de 7 morts, dont un ressortissant français. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, se rendra sur place dans la journée. Le journal Le Parisien lève le voile sur la réforme du Code du travail prévue par Emmanuel Macron. Il y avait ce qui était déjà public, la primauté des accords d'entreprise, le plafonnement des indemnités prud'homales ou encore la fusion des instances représentatives du personnel. Mais en coulisses, le président de la République voudrait aller beaucoup plus loin, notamment renvoyer aux entreprises la définition du contrat de travail ou encore les contours de la durée légale du travail. 1,3 million d'électeurs étaient appelés aux urnes ce week-end pour le premier tour des élections législatives. Ce sont les Français de l'étranger. Ils se répartissent sur 11 circonscriptions. La Polynésie française a elle aussi commencé à voter. Le second tour aura lieu le samedi 17 ou le dimanche 18 juin prochain. Avant de s'intéresser à la presse ce matin, je vous propose donc de revenir sur cette attaque terroriste survenue samedi soir à Londres. Le récit de Bastien Auger. La Grande-Bretagne endeuillée pour la 3e fois en 3 mois. Après Manchester il y a 2 semaines et Londres une première fois en mars dernier, la capitale britannique a été frappée samedi soir par un nouvel attentat. Il est environ 22 h là-bas quand un camion fonce sur des piétons sur le pont de London Bridge. Puis 3 hommes sortent du véhicule et se mettent à poignarder des passants au hasard dans le quartier voisin de Borough Market. Bilan, 7 morts et une cinquantaine de blessés. Les 3 suspects ont été abattus par la police. Une attaque revendiquée hier soir par le groupe État islamique. Dans la journée, hier, la première ministre Theresa May a pris la parole. Bien que nous ayons fait des progrès significatifs ces dernières années, il y a une trop grande tolérance envers l'extrémisme dans notre pays. Malgré ces attaques, les élections législatives prévues jeudi auront bien lieu. Comme marque de respect, 2 partis politiques ont suspendu leur campagne pour aujourd'hui, mais on ne doit jamais laisser la violence perturber notre processus démocratique. Les dirigeants du monde entier ont affiché leur soutien à la Grande-Bretagne. Réaction d'Emmanuel Macron sur Twitter hier. Face à cette nouvelle tragédie, la France est plus que jamais aux côtés du Royaume-Uni. Mes pensées vont aux victimes et à leurs proches. Parmi les personnes tuées, un Français. Un autre est porté disparu et 7 ont été blessés. Jean-Yves Le Drian, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, devrait leur rendre visite à Londres aujourd'hui. Karima Delli, que faire face à ces attaques rudimentaires? Là, on parle de couteaux, d'une camionnette, et donc très difficile à déjouer. Tout d'abord, il faut exprimer notre solidarité avec nos amis britanniques et une pensée particulière ce matin, notamment parce qu'il y a un Français qui a été assassiné et c'est toute la France aussi qui est en deuil ce matin. Je crois que sur les questions de terrorisme, on n'a plus le droit à l'instrumentalisation ou à la surenchère ou juste à la posture. Aujourd'hui, la question de terrorisme, c'est une question d'efficacité. Lorsqu'on parle avec des experts du terrorisme, qu'est-ce qu'ils demandent? Plus de moyens. Plus de moyens dans la police, plus de moyens dans la justice, plus de moyens dans les services de renseignement. Ça doit se faire à l'échelle française, mais pas seulement. On voit que les Allemands ont été touchés, nous, les Français, les Belges, encore une fois les Britanniques. Donc maintenant, c'est une question européenne. C'est à l'échelle européenne qu'il faut affirmer en urgence une réponse. Il y a 2 moyens. Renforcer la coopération, notamment des services de renseignement. C'est pour ça que nous poussons pour un véritable FBI à l'échelle européenne.
Et la deuxième chose, c'est aussi renforcer les moyens de la justice, donc notamment une coopération sur les informations et mettre en place un parquet européen. Justement, la question du renseignement, c'est vraiment une question de souveraineté nationale. On voit que les États sont parfois très réticents à échanger des informations. Il y a des fichiers qui existent, mais les États finalement ne les remplissent pas. Donc c'est l'occasion ou jamais de dire vraiment que face à ce défi qu'est la question terrorisme, les intérêts nationaux ne comptent plus. Il faut vraiment organiser la coopération et la question de l'efficacité qui doit être majeure. Et Londres, justement, est à la une de toute la presse ce matin. Dans vos journaux, on y revient avec Ahmed Tazir. Ahmed, toute la presse, on l'attendait, revient sur Londres, touché en plein cœur. Oui, les attentats succèdent et les unes se ressemblent à une drôle de forme de banalisation. En une de la presse quotidienne nationale, regardez, à Londres en résistance, titre Libération. La une du Figaro, Londres, Theresa May veut éradiquer l'extrémisme, titre Votre Quotidien. Et cet édito, un furibard de Paul-Henri Dulimbert, à l'intérieur, la lutte doit commencer sur Internet. Le premier vecteur des assassinats de masse, quitte à froisser tous les juristes qui estiment que les libertés individuelles priment sur la sécurité collective. Entre les deux, il existe un juste milieu que justifie la dureté des temps, estime l'éditorialiste. Ça n'est pas l'avis de l'éditorialiste de Libération, Alexandra Schwarzbord, pour qui il est très difficile de se prémunir contre ce type d'attaque. La meilleure défense reste la cohésion sociale et politique, puisque c'est cette unité que les djihadistes veulent pulvériser. À cet égard, entendre les deux grands rivaux, Theresa May, le Premier ministre issu du Parti conservateur, et Jeremy Corbyn, Parti travailliste, refuser d'une même voix le moindre report des élections est rassurant, tout comme les témoignages venant du continent. Un Brexit ou pas Brexit, l'Europe est solidaire, conclut l'éditorialiste Elsa. Ça, c'est pour la presse nationale. La presse régionale n'est pas en reste-titre également sur le drame de Londres. Oui, lendemain de terreur à la une du Télégramme, pour qui on connaît leur objectif infâme de ces terroristes. Susciter des réactions hostiles, fermer nos sociétés, accentuer la répression, faire monter la haine pour faire naître des vocations. À ce jour, nos démocraties n'ont pas su casser ce cercle vicieux, écrit l'éditorialiste. Londres encore frappée, la France endeuillée, c'est la une de Ouest France. L'acharnement terroriste, c'est la une de la Dépêche du Midi qui constate depuis plus de 10 ans, cette guerre fait partie de notre paysage mondial. Les assassins djihadistes nous obligeraient presque à prendre pour habitude, à banaliser, pourrions-nous dire, ces moments de grande douleur. L'onde de choc, titre l'Union. Avec cette analyse de Sébastien Lacroix, Theresa May a regretté que le pays se soit montré trop tolérant, notamment en acceptant le communautarisme, convaincu qu'en abandonnant des quartiers ou des villes entières à la communauté musulmane, il achèterait la meilleure assurance contre le djihadisme. La tolérance britannique a permis à l'intolérance islamique de s'épanouir, tranche l'éditorialiste. Londres a nouveau attaqué, c'est la une de Sud-Ouest, alors que pour la Voix du Nord, il s'agit d'une intense douleur. Londres a besoin d'Europe, c'est la conviction de Mathieu Verrier dans la Voix du Nord. L'échange d'informations devient alors décisif face à un mouvement dont les assaillants sont certes souvent locaux, mais aux réseaux, aux inspirations, aux incitations internationaux. La solidarité entre pays doit aussi trouver les parades contre les nouveaux modes d'organisation. En matière de sécurité, Londres a besoin de ses partenaires et réciproquement. Lendemain de terreur à Londres, titre le Dauphiné libéré, alors que pour le Courrier Picard, c'est l'Angleterre qui est en résistance, les Britanniques à rude épreuve pour les DNA, et cet édito de Pascal Coqui qui avertit, avec ces attentats s'exprime un besoin de fermeté et d'exclusion entretenu par l'idée que si ce type de violence est possible sur notre sol, c'est que nos sociétés seraient trop permissives et trop tolérantes. C'est oublier que les États totalitaires ne sont pas moins touchés et que c'est le but des terroristes que de nous amener à ces extrémités-là. Les attentats sont des échardes violemment enfoncées dans les chairs du corps social pour l'affaiblir et le laisser exsangue, conclut l'éditorialiste qui ne veut pas qu'on tombe dans le piège. Karima Delli, on parle beaucoup de ce modèle britannique qui a laissé place au communautarisme et aujourd'hui, Theresa May a l'air de dire qu'il faut revenir sur ce modèle. Moi, je pense qu'il n'y a qu'une réponse face à la barbarie. Il faut que nous opposons l'unité, l'unité, l'unité. L'unité, c'est aussi la réaction impressionnante des Anglais, comme on peut avoir les Allemands ou même les Français.
C'est-à-dire que hier soir s'est tenu un concert extraordinaire en disant nous vivons dans un monde libre, dans un monde ouvert, mais surtout dans un monde où la solidarité et la cohésion, ce sont nos valeurs. Pourquoi ? Parce que là, on n'attaque pas seulement des gens, on attaque la démocratie. Et donc, il faut... C'est ça qui est incroyable chez les citoyens européens, c'est de dire il faut tenir droit, il faut tenir debout. Et c'est la meilleure réponse qu'on puisse faire, notamment à tous ceux qui bravent la barbarie aujourd'hui. Vous parliez de réponses européennes, mais on le voit, il y a des réponses souvent nationales. Ici, en France, on est sous état d'urgence. Depuis un certain nombre de mois, on va reconduire l'état d'urgence. Est-ce que c'est pas un piège aussi dans lequel les États peuvent s'enfermer ? C'est un piège sur lequel les États peuvent s'enfermer, mais je crois qu'ici, en France, la question de l'état d'urgence... l'état d'urgence, ce n'est pas un moyen pour lutter contre le terrorisme. Tous les experts du terrorisme vous le diront. C'est-à-dire, eux, ce qu'ils ont vraiment besoin, c'est de moyens, des moyens financiers, des moyens personnels. Et lorsqu'on veut sécuriser notamment les Français, remettons la police de proximité. Qu'est-ce qu'on attend ? Et donc, c'est sur des vrais enjeux qu'il faut aujourd'hui des réponses concrètes. C'est une question d'efficacité. Et je pense qu'on n'a pas le droit non plus, notamment beaucoup de politiciens utilisent un petit peu l'état d'urgence un peu comme de la posture, puisque nous sommes en campagne électorale. On n'a pas le droit de jouer avec cette question. Maintenant, il faut des réponses concrètes à l'échelle française, mais surtout à l'échelle européenne, parce que ça touche tout le continent européen. Emmanuel Macron et le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb parlent ce matin d'une nouvelle loi antiterroriste qui pourrait justement permettre cette sortie de l'état d'urgence. Mais pour eux, il manque bien des moyens législatifs pour lutter contre le terrorisme. Est-ce que vous partagez ce constat ? Écoutez, je sais, ça fait des années qu'on a renforcé les lois, notamment sur le terrorisme. Je dis juste qu'aujourd'hui, il est grand temps de mettre les moyens, d'assurer une véritable coopération avec l'ensemble des services. Tout à l'heure, je rappelais les services de police, les services de justice, mais surtout les services de renseignement. On n'a pas le droit aujourd'hui que les services travaillent chacun dans leur coin, etc. Non, il y a une question d'urgence. Donc maintenant, tout le monde autour de la table, faisons en sorte que c'est l'efficacité qui prime vraiment sur notamment les questions de textes, de lois, etc. Si on appliquait déjà ce qui existe, ça changerait déjà la donne. Un tout autre sujet, Ahmed, dans la presse ce matin, c'est le Parisien qui consacre sa une à des révélations sur les ordonnances d'Emmanuel Macron. Oui, le Parisien a consulté le projet du gouvernement sur les ordonnances à venir, projet rédigé en mai dernier. Il y est prôné une évolution radicale pour une meilleure fluidité du marché du travail. Regardez cette une, le journal ne fait pas sa une sur les attentats de Londres, mais sur ces révélations sur les ordonnances de Macron. Le journal dévoile les documents de travail préparatoires aux futures ordonnances sur le marché du travail. On savait que le président Macron avait 3 réformes en tête, donner plus de place aux accords d'entreprise, plafonner les indemnités aux prud'hommes et fusionner les instances représentatives du personnel. Oui, mais voilà, le Parisien explique qu'en réalité, ce sont 8 réformes d'envergure qui sont prévues. Réforme des règles qui entourent CDI et CDD, les règles concernant la durée du travail, et notamment le travail de nuit, améliorer la formation des délégués syndicaux. Les 8 points clés du projet sont donc à lire dans le Parisien. Ce côté autoritaire d'Emmanuel Macron inspire le dessinateur Rançon dans le Parisien. On voit Édouard Philippe. Article 1, le patron a toujours raison. Article 2, le patron c'est Macron. Macron satisfait. Voilà, tu peux me faire passer ça par ordonnance ? Et on finit avec un autre dessin du jour. Oui, l'hommage du dessinateur Chonu dans Ouest France après les attentats. Voilà, si on peut voir le dessin de Ouest France. Bon, nous ne l'avons pas. Pas de dessin. Bon, on termine sur les dessins de Rançon, qui était pas mal. Eh bien, exactement. Vous aviez anticipé et choisi un autre dessin. Merci beaucoup, Ahmed Tazir, pour cette revue de presse. On parle donc du sujet qui nous intéresse aussi ce matin. C'est la sortie des États-Unis de l'accord sur le climat. Est-ce que cet accord est désormais caduque avec la sortie du deuxième plus gros émetteur de gaz à effet de serre au monde? Pas du tout, cet accord, et c'est un accord historique, il n'est pas du tout caduque, c'est pas parce que les États-Unis s'en vont que les 195 pays qui l'ont signé vont se retirer. Au contraire, on voit que face à un acte totalement irresponsable de Donald Trump, moi je dis que c'est un grand enfant gâté. C'est-à-dire la première réaction, c'est de démonter tout ce qu'a fait Obama.
Obama, c'était quand même la fierté, cet accord de Paris, et de dire les États-Unis vont devenir un leader dans la lutte contre le changement climatique. Hop, Donald Trump se retire. La deuxième chose, c'est que Donald Trump, il est à rebours. On a le droit d'être à rebours de l'histoire, mais Donald Trump, qui est quand même le chef de la première puissance mondiale, d'une part, il est bête, mais criminel. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il s'engage dans une voie qui est une impasse, notamment les énergies fossiles. C'était une de ses promesses de campagne. Lorsqu'on regarde son staff, ce sont quand même tous un peu les lobbies, du pétrole, du charbon, du gaz. Et on voit bien qu'ils sont... ils enferment leur peuple dans le vieux monde et ensuite ils vont être isolés. Alors que parallèlement, et c'est là que c'est extraordinaire, c'est la motivation de tous les autres, et notamment la véritable question, ça va être une question de leadership. Et ça va être la vraie question dans les semaines qui va se passer, parce que est-ce que l'Europe va réellement reprendre le leadership sur les questions climatiques? Moi, je l'espère, et j'espère que notre président Emmanuel Macron sera le premier à justement tirer par le haut cette Europe sur des engagements beaucoup plus importants en rehaussant les objectifs de cet accord de Paris. On voit que les Chinois, il y a quelques jours, sont dans cette dynamique. On voit que les Indiens sont dans cette dynamique. Justement, il faut avancer, mais vite. Ça a permis, le moindre mal, c'est que ça a permis de ressouder un petit peu tout le monde, de réaffirmer une volonté. Parce que c'est vrai que depuis la signature de cet accord de Paris, bon, les choses suivaient leur cours, mais là, ça a permis vraiment à chacun de réaffirmer son engagement. D'une part, ça réaffirme les engagements de certains pays, mais on voit aussi des pays comme l'Inde qui disent nous, on va renégocier nos objectifs à la hausse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va être dans une dynamique pour rattraper ce que les États-Unis ne vont pas faire, parce qu'il y a une urgence. Si on ne respecte pas l'accord de Paris aujourd'hui, on est à 3 degrés de la planète. Les conséquences vont être dramatiques, notamment pour les pays du Sud. Lorsqu'on voit juste ce qui se passe sur les îles, par exemple l'île de Vanuatu, etc., il y a urgence. Donc, si aujourd'hui on est à 3 degrés, cette planète, il va falloir mettre des scénarios beaucoup plus contraignants pour pouvoir maintenir d'ici 2050 une planète à 1,5 à 2 degrés. Et donc, il va falloir concrètement qu'on ait, les moyens, une véritable réorientation et de montrer à quel point l'écologie, c'est pas la punition, au contraire, c'est la solution, tout simplement parce qu'on est à un moment historique d'opportunité, notamment sur le plan économique, sur le plan des nouvelles solidarités et sur le plan du bien-être des habitants. Revoir les objectifs en matière de degrés, donc à ne pas dépasser, de réchauffement climatique, mais aussi les objectifs de financement, parce qu'avec le départ des États-Unis, c'est quand même un manque à gagner très important. Qui va payer ? Mais on voit bien que, c'est là ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit bien que les États-Unis se retirent. Alors, il faut dire la vérité, ils ne vont pas se retirer tout de suite. Voilà, il y a tout un protocole qui va être mis en place. Le préavis, c'est 3 ans, et entre-temps, on a des maires. On a une alliance des maires, que ce soit Pittsburgh, que ce soit New York, que ce soit San Francisco, qui disent nous, on va mettre au pot commun pour aider les pays du Sud, et ensuite, on va être exemplaire sur l'accord, notamment de Paris. Vous voyez la dynamique, la question financière, ce sera pas je pense que ce sera un enjeu, mais ce ne sera pas la priorité. La priorité, c'est de faire cette mutation vers cette transition écologique. Des maires aux États-Unis et une partie de la population qui s'est opposée au choix de Donald Trump. Mais aux États-Unis, on sait que le climato-scepticisme est quand même très important. Il est partagé par une partie des élus républicains, une partie de la population qui soutiennent Donald Trump également dans ce choix-là. Comment expliquer le manque d'investissement d'une partie de cette population? Tout simplement parce que souvent, on ne voit pas tout de suite les effets du réchauffement climatique. Sauf qu'aux États-Unis, ils vont le voir très vite, notamment s'ils reviennent sur les énergies fossiles, ça va être la question de la pollution. La pollution, c'est la maladie du 21e siècle. Face à ça, il faut vite sortir, notamment du pétrole, du charbon. Regardez, en France, on vit des pics de pollution, notamment parce qu'on a aussi toutes ces voitures au diesel avec des particules fines qui attaquent directement la santé des citoyens français. Tout ça, ça ne peut pas être le 21e siècle. Il faut sortir progressivement de ces énergies fossiles et les populations américaines vont vite se rendre compte. C'est pour ça que, justement, vous voyez même les entreprises américaines qui disent « nous, on n'est pas d'accord ».
Nous, on veut véritablement réorienter nos industries et la population américaine va, moi je pense qu'il y aura un réveil, un sursaut sur cette question climatique. Il y a un rôle à jouer pour la France et pour Emmanuel Macron pour devenir le leader sur ce dossier climatique. On voit, c'est ce qu'il a essayé de faire en réagissant très très vite depuis l'Élysée, à la fois en français et en anglais. Emmanuel Macron a une opportunité incroyable, c'est d'arriver aux tables de négociation notamment de l'Union européenne et de dire maintenant on ne joue plus avec la planète. Nous n'avons pas de plan B, mettons en œuvre une nouvelle feuille de route pour plus d'efficacité énergétique, pour plus d'énergie renouvelable. Moi j'adorerais qu'on ait un Airbus du train parce qu'on ne l'a pas. Comment on reconvertit nos industries, mais en même temps la France doit être exemplaire. On ne peut plus investir sur des vieux projets du passé, Notre-Dame-des-Landes, il faut fermer Fessenheim. Alors, on met quand en place une véritable écotaxe. Les plans sur les autoroutes, ça ne nous sert plus à rien. Faisons les alternatives. On doit être exemplaire, comme l'Europe doit être exemplaire, pour redevenir le leader du changement climatique. Merci beaucoup, Karima Delli, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes eurodéputée écologiste. Merci à vous. Je vous propose à présent d'ouvrir la page législative de ce journal. Et on se rend à présent à Marseille, dans la 4e circonscription de la ville, où le député socialiste Patrick Mennucci est défié par le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Le reportage sur place d'Astrid de Vilaine et Nathalie Guillouard. Jean-Luc Mélenchon à la conquête de Marseille. En visite dans cette cité proche des quartiers nord, il a d'abord été accueilli par des jets d'œufs. J'ai jamais eu peur de rien. Exactement. Jean-Luc Mélenchon tente de convaincre un à un les habitants de ce quartier populaire. Il entend bien devenir le prochain député de cette circonscription où il a réalisé l'un de ses meilleurs scores à la présidentielle. Ici, c'est l'endroit où j'ai obtenu le plus de voix en valeur absolue et en pourcentage. Donc il y a des gens que ça contrarie beaucoup. Bon, peut-être qu'ils s'inquiètent un peu. Face à une personnalité aussi médiatique, Corinne Versini, la candidate d'En Marche, n'hésite pas à mobiliser jusqu'au plus haut sommet de l'État. Ça va bien? Ça va. Ça se passe bien? Je suis un peu en vrac, mais... Mais non. De passage à l'aéroport de Marignane, le Premier ministre, en personne, est venu lui apporter son soutien. Je souhaite qu'elle puisse avoir le meilleur résultat possible, c'est-à-dire la victoire. Un geste apprécié par la candidate qui mène sa première bataille politique. Vu la difficulté de la 4e circonscription et de cette campagne, oui, j'ai besoin de tous les soutiens, oui. Cette chef d'entreprise mène campagne tout en poursuivant son activité professionnelle près d'Aix-en-Provence. Alors la comparaison entre son travail et la vie politique n'est jamais très loin. À la fin du mois, si moi je ne paye pas les salaires, c'est des familles entières qui ne mangent pas. Donc ça, c'est quand même beaucoup plus grave que le fait que je gagne ou pas une circonscription. Il y en a un qui risque un peu plus gros, c'est lui. Mon poster de Patrick. Patrick Mennucci, député socialiste élu en 2012 avec 70% des voix au second tour. Il joue la carte locale et renvoie dos à dos ses adversaires. Deux personnes qui ne sont pas de la circonscription, très très loin, hein, qui ont au fond juste un objectif, c'est d'être élu député, mais de ne pas tellement s'intéresser aux Marseillais. Certains sondages le donnent éliminé dès le premier tour de cette élection, mais le Marseillais affiche sa confiance. Je suis très confiant. Très confiant. Vous pensez pouvoir l'emporter? Oui, je vais l'emporter. Lui aussi recevra un soutien national dès demain. Bernard Cazeneuve, autre adversaire de Jean-Luc Mélenchon. Et vous pouvez donc voir s'afficher sur votre écran les autres candidats dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône. Plus au nord, cette fois à Paris, dans la 6e circonscription, c'est l'écologiste Cécile Duflot qui remet son mandat en jeu. L'écologiste fait figure de challenger, alors qu'Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon ont fait des scores très importants au premier tour de l'élection présidentielle. François Goulin et François Chevret. Devant le métro Belleville, Cécile Duflot est en phase de reconquête. Bonsoir, meeting avec Benoît Hamon et moi. Élue à plus de 70% il y a 5 ans,
la députée sortante n'est plus en terrain conquis. Le quinquennat de François Hollande et sa participation au gouvernement sont passés par là. Alors, elle le sait, elle ne part pas favorite. Il y a 26 candidats sur cette circonscription, dont, je vais dire, la volonté des 25 autres que moi et que je ne sois plus députée. Donc l'ambiance est un peu particulière. Mais je l'aborde avec sérénité, d'abord parce que c'est la démocratie. Donc quand on est élu, on n'est pas à vie, donc on met en jeu son mandat. Est-ce que c'est utile d'avoir la voix de Cécile Duflot, de ce que ça représente en termes d'écologie, de solidarité, d'attachement aux libertés publiques à l'Assemblée nationale? En fait, c'est cette question-là qui est posée. La réponse est non pour la socialiste dissidente Nawel Oumer, évincée par son parti suite à l'accord avec Europe Écologie Les Verts. Elle revendique une plus grande légitimité que sa concurrente. J'habite l'arrondissement depuis de plus nombreuses années. J'y suis élue depuis plus nombreuses années que la députée sortante. Voilà, c'est une autre représentation et une représentation qui correspond aussi à celle des citoyens. Mais c'est sans compter sur le candidat soutenu par Emmanuel Macron. Bonjour monsieur, je suis le candidat d'En Marche dans la 6e circonscription. Bonne journée. Inconnu sur les marchés, Pierre Persson espère profiter de la dynamique de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron a fait 34% au premier tour dans la circonscription. Les gens, ils veulent vraiment avancer, c'est pour ça qu'ils vont nous faire confiance. Parce qu'ils veulent pouvoir apporter aussi leur chance au quinquennat Macron. Une analyse qui n'est pas du goût de tout le monde. Faut pas qu'on laisse les pleins pouvoirs à M. Macron, hein. Danielle Simonet, élue parisienne très proche de Jean-Luc Mélenchon, est populaire dans l'arrondissement grâce à son one-woman show politique, compte bien rallier les électeurs qui ont voté pour le nouveau président. Beaucoup m'ont dit, oulala, mais dès la nomination du gouvernement, on s'est senti trahi parce que finalement, ils ont pris un Premier ministre de droite et que c'est finalement du recyclage des anciens d'hier qui ont déjà gouverné et qui ont déjà montré de quoi ils étaient capables. Outre de fortes personnalités, cette 6e circonscription est l'une des plus disputées de France, avec pas moins de 26 candidats en lice pour le premier tour. Voilà, comme à chaque fois, vous pouvez voir donc la liste complète de tous les candidats à la députation dans cette 6e circonscription de Paris. Et puis pour tous ces candidats, la campagne des législatives a un coût. L'État ne rembourse pas l'intégralité des dépenses engagées. Il faut donc recourir à des prêts ou à des dons, mais sous certaines conditions. Rappel des règles dans la notice du jour de Maïté Frémont. Si la démocratie n'a pas de prix, elle a un coût. Paul mène campagne dans la 8e circonscription de Paris. L'État lui paiera l'intégralité de ses dépenses dites de propagande, affiches, professions de foi et bulletins de vote. En revanche, Paul devra être vigilant pour le reste de ses dépenses de campagne. Il ne devra pas dépasser un plafond maximal, calculé en fonction du nombre d'habitants de sa circonscription. Chaque habitant rapportera à Paul 15 centimes d'euros. L'État lui remboursera la moitié du plafond maximal autorisé si 5% des inscrits votent pour lui. Mais où Paul trouve-t-il son argent pour faire campagne? D'abord avec son patrimoine personnel. La plupart des candidats feront un prêt bancaire, mais Paul peut aussi faire appel à des donateurs. En revanche, interdiction totale des dons par une personne morale publique ou privée, à l'exception des partis politiques. Dans tous les cas, le financement devra être géré par un mandataire financier, obligatoire pour tous les candidats. Il est presque 9h, le moment de voir le sommaire de ce qui vous attend dans la seconde partie de Politique Matin. Dans quelques instants, je reçois Philippe Goujon, député Les Républicains de Paris. Quelle réaction au lendemain de l'attentat qui a frappé Londres? Faut-il une nouvelle loi en France? Et puis quel avenir pour les Républicains au lendemain des élections législatives? Nous lui poserons toutes ces questions. À 9h15, le débat dans Ça fait l'actu. À quoi doit-on s'attendre dans cette dernière semaine de campagne avant le premier tour? Les réponses d'Anita Auxerre d'Atlantico et de Denis Sieffert de Politis. 9h25, Ludovic Faux et la chronique communication. Nous reviendrons sur l'image hyper maîtrisée du président Macron qui n'empêche pas certains dérapages. Mais tout de suite, les 3 informations à retenir de ce lundi 2 juin 2017. L'enquête se poursuit en Grande-Bretagne après l'attaque terroriste perpétrée dans la capitale samedi soir, un attentat revendiqué par le groupe État islamique. Le bilan fait état de 7 morts, dont un ressortissant français. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, se rendra sur place dans la journée.
Le journal Le Parisien lève le voile sur la réforme du Code du travail prévue par Emmanuel Macron. Il y avait ce qui était public, la primauté des accords d'entreprise, le plafonnement des indemnités prud'homales ou encore la fusion des instances représentatives du personnel. Mais en coulisses, le président de la République voudrait aller beaucoup plus loin, notamment renvoyer aux entreprises la définition du contrat de travail ou encore les contours de la durée légale du travail. 1,3 million d'électeurs étaient appelés aux urnes ce week-end pour le premier tour des élections législatives. Ce sont les Français de l'étranger. Ils se répartissent sur 11 circonscriptions. La Polynésie française a elle aussi commencé à voter. Le second tour aura lieu le samedi 17 ou le dimanche 18 juin prochain. Et j'accueille tout de suite l'invité de la matinale. Philippe Goujon, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Les Républicains de Paris, membre de la commission d'enquête sur les attentats qui ont touché la France en 2015. On va revenir sur cette attaque de Londres qui a été faite avec des moyens assez rudimentaires, donc très difficiles à déjouer. Ne faut-il pas admettre que ces attaques ne pourront jamais être évitées ? Je crois qu'il y a maintenant de nouveaux principes de lutte contre le terrorisme qui doivent être mis en œuvre et qui doivent amener une meilleure organisation des services de renseignement et puis des lois plus répressives par rapport aussi bien aux terroristes condamnés qu'à ceux qui peuvent être des djihadistes potentiels. Parce que nous sommes passés finalement d'un terrorisme d'État, d'une certaine façon, voilà plusieurs années d'ailleurs, à un terrorisme individuel, sur les préceptes d'ailleurs du porte-parole de Daesh, qui il y a quelques années, souvenez-vous, appelait à faire le djihad dans le monde entier par tous les moyens, avec un couteau de cuisine, avec une pierre, avec une voiture, et c'est ce qui se passe actuellement. Donc il est très difficile effectivement aujourd'hui de déjouer ça. Moi je ne me contente pas d'entendre dire qu'il n'y a pas de risque zéro. Il faut renforcer notre dispositif qui aujourd'hui connaît encore beaucoup de dysfonctionnements et de défaillances. Alors justement, à ce sujet, je vous propose d'entendre la réaction ce matin du porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner. Mon appel est celui à la vigilance, mais au contraire, il faut soutenir les Londoniens, il ne faut jamais céder aux terroristes et reculer, partir, fuir Londres aujourd'hui ou renoncer à un déplacement, à un travail à Londres, ce serait donner raison aux terroristes. Mais l'essentiel, ce qu'attendent les Français de nous, c'est qu'on leur garantisse le plus haut niveau de sécurité. Et je vous dis cela en sachant que de toute façon, le risque zéro n'existe pas. Et donc il ne faut pas faire croire aux Français, et certains s'y prêtent, voire s'y amusent pour des fins électorales. Je trouve ça affligeant. Christophe Castaner le dit, le risque zéro n'existe pas et dire l'inverse, ce serait mentir aux Français. Non, mais ce n'est pas suffisant de proférer ce genre d'assertion, même si évidemment c'est vrai, le risque zéro n'existe pas, mais il ne faut pas s'en contenter. Moi, je voudrais savoir quelles sont les mesures que le gouvernement envisage pour améliorer notre appareil de lutte contre le terrorisme. Nous sommes en guerre. C'est donc des dispositions très fortes qu'il faut prendre. Je regrette par exemple qu'aujourd'hui, le gouvernement ait annoncé une loi sur la moralisation des publics, ce qui est une très bonne chose. Plus de transparence, personne ne peut le contester. Mais il aurait dû, en anticipant et en sachant les risques considérables qui pèsent sur nos pays occidentaux et européens particulièrement, déposer aussitôt un projet de loi améliorant les lois antiterroristes. Alors justement, pour l'instant, le gouvernement a dit qu'il allait prolonger l'état d'urgence jusqu'au mois de novembre. Vous êtes d'accord avec cette prolongation ? Bien sûr, nous l'avons d'ailleurs réclamé. Nous souhaitons même que le gouvernement utilise vraiment tous les moyens de l'état d'urgence. L'état d'urgence, les commissions qui s'occupent de voir les conséquences de cet état d'urgence disent à l'Assemblée nationale qu'il ne sert plus à rien, qu'il sert dans les jours très rapprochés à la suite d'un attentat, mais qu'après, son efficacité est très limitée. Il y a des choses très importantes comme les assignations à résidence administrative, par exemple, ou les fouilles de bagages et de véhicules. Imaginez qu'on n'ait plus accès à tout ça. Et il y a environ 70 personnes aujourd'hui qui sont assignées à résidence. Mais il faut pérenniser ces dispositions et bien d'autres, puisque par exemple, on ne peut pas continuer sans qu'il y ait un contrôle physique ou électronique des individus fichés S pour terrorisme. Il faut également interdire le retour sur notre territoire des djihadistes. Il faut expulser ceux qui sont potentiellement dangereux. Toutes ces dispositions n'existent pas malgré
des lois sur l'état d'urgence, malgré une demi-douzaine de lois sur la sécurité sous le quinquennat précédent, mais on n'a pas été assez loin parce que nous ne prenons toujours pas la mesure, et ce gouvernement-là, pas plus que les autres, de la considération que nous sommes en état de guerre, et une guerre très particulière et très difficile à mener. Le gouvernement, justement, a annoncé que s'il prolongeait l'état d'urgence, c'était pour prendre le temps d'avoir une nouvelle loi antiterroriste. Gérard Collomb, ce matin dans Le Parisien, dit on se donnera tous les moyens, pourquoi pas justement sur les assignations à résidence pour transformer justement... C'est dans ce sens-là que vous souhaitiez aller? Parce que donc le gouvernement va le faire, va encore faire une nouvelle loi antiterroriste. Il aurait dû déjà la faire, puisqu'il a réussi à présenter, le garde des Sceaux a présenté, me semble-t-il, il y a une semaine ou 15 jours, une loi sur la moralisation de la vie publique. Pourquoi, en même temps, n'a-t-on pas présenté un projet de loi déjà sur une amélioration des lois antiterroristes? Chaque gouvernement dit qu'il va améliorer le dispositif. On ne l'améliore pas suffisamment, même s'il y a des efforts. D'ailleurs, nous avons voté, nous, les Républicains, toutes les lois qui amélioraient les choses. Mais il y a non seulement davantage d'options, par exemple, il faut interdire tout aménagement, toute réduction de peine pour les condamnés pour fait de terrorisme. C'est un exemple, mais il y a beaucoup de choses à dire de ce point de vue. Je pense qu'également, il y a beaucoup à faire en matière de décloisonnement de nos services de renseignement. En ce sens-là, la réforme de Nicolas Sarkozy était une erreur. Il a mis fin en 2008 à la DST, la Direction de surveillance du territoire, et DRG pour fonder la DSCRI, maintenant la DGSI. C'est un peu technique, mais on dit que cette suppression des renseignements généraux a été très grave dans la lutte antiterroriste. Non, je crois que là, on se sert un peu de ce thème comme bouc émissaire. Ça a surtout mis un terme à l'espionnage politique qui était celui des RG. Bon, on dit que les RG étaient sur le terrain, connaissaient très bien beaucoup de personnalités dans toutes les villes, avaient vraiment des renseignements très intéressants qui manquent aujourd'hui aux renseignements français. Non, je crois que ce qui manque, c'est le décloisonnement. Je crois que ce qui est une faille dans nos dispositifs, c'est qu'il y a trop de services de renseignement. Par exemple, la commission à laquelle j'appartenais a proposé une agence nationale du renseignement. Nous avons proposé une task force qui est peut-être quelque chose qui va dans le bon sens, si ce n'est pas une couche supplémentaire au millefeuille. Parce que ce dont nous souffrons, c'est de trop de services, trop de cloisonnement, pas assez d'échanges, aussi bien sur le plan national d'ailleurs que sur le plan européen et international, puisque le système d'information Schengen 2 ne bénéficie pas de toutes les informations nécessaires. Europol n'est pas assez performant. Il y a des coopérations bilatérales entre les services de renseignement. Il est très difficile de faire en sorte que ces échanges soient collégiaux entre tous les pays européens. Il n'y a toujours pas de base de données unique en Europe sur le fichier terroriste, pas plus d'ailleurs qu'en France. Et sur justement, parce que vous, les Républicains, le parti auquel vous appartenez, a fait plusieurs propositions, mais on voit que certaines se heurtent notamment au Conseil d'État. Quand vous proposez par exemple une forme de rétention pour les fichiers S, le Conseil d'État rappelle que la rétention ne peut en aucun cas avoir lieu avant qu'une personne soit condamnée juste sur des suspicions. Vous proposez des choses qui ont l'air de se heurter au Conseil d'État et peut-être au Conseil constitutionnel. Nous avons une législation qui est faite pour le temps de paix. Nous sommes en période de guerre contre un terrorisme insidieux, très difficile à combattre, aussi bien sur le plan international. Nous avons des troupes partout dans le monde, sur la zone irako-syrienne, comme en Afrique, mais aussi sur le territoire national. Donc il faut accepter, pendant cette période de guerre, qui sera assez longue d'ailleurs, il ne faut pas se voiler la face, des dispositions qui permettent une meilleure protection des Français, même si effectivement elles donnent le sentiment parfois d'abaisser le niveau de liberté individuelle. Mais il faut peut-être perdre un petit peu de liberté individuelle pour obtenir une protection plus efficace. Et c'est là-dessus, notamment, sur cet équilibre, difficile bien sûr à trouver, que nous verrons si le texte du gouvernement va dans le bon sens ou n'est pas suffisant. Et sur un enfermement sur des suspicions, ça ne vous semble pas déséquilibré? Mais ça ne me semble pas déséquilibré du tout lorsqu'il s'agit de protéger la population française d'actes terroristes avec des centaines de morts. Je vous rappelle quand même que ces dispositions n'existant pas, nous avons eu, sous le quinquennat précédent, 250 morts victimes du terrorisme. Et hélas, il peut y en avoir encore. Donc voilà, c'est un choix public qu'il faut faire. Et je pense que là-dessus, il faudrait que la campagne législative puisse permettre aux Français d'avoir un choix clair. Soit on ne touche à rien ou à la marge, comme semble souhaiter le faire le gouvernement et En Marche, ou alors on va beaucoup plus loin, on passe dans une autre dimension,
les libertés ne sont pas menacées en France, d'un autre côté, il ne faut pas exagérer, pour protéger fermement et beaucoup plus définitivement notre population contre les attentats terroristes. Vous avez parlé de différents textes législatifs, donc la loi sur la moralisation publique, une loi antiterroriste. Il y a également une autre loi, cette fois qui sera passée par ordonnance, sur le code du travail que prépare Emmanuel Macron. Le Parisien dévoile plusieurs pistes, notamment des assouplissements assez importants en matière d'accords d'entreprise sur le contrat de travail, sur la durée légale du travail. Ça va dans le bon sens, selon vous? Je vois qu'on change de sujet, oui. Mais on s'adapte, il n'y a pas de problème. Je pense que ça va tout à fait dans le bon sens. Nous souhaitons, vous savez, chez les Républicains, qu'il y ait des allègements considérables au niveau du Code du travail et au niveau des charges aussi. Nous voulons aller beaucoup plus loin en matière d'allègement des charges sociales qui pèsent sur les entreprises. Maintenant, il ne faudrait pas non plus casser la croissance avec une augmentation des impôts, comme le propose En Marche, cette augmentation de la CSG qui touchera tous les Français, même les retraités, et qui alourdira la pression fiscale de plus de 20 milliards. Donc attention, oui, à l'allègement des contraintes sur les entreprises, mais attention, d'un autre côté, par des mesures fiscales quasi confiscatoires, à ne pas casser la reprise de la croissance qui a l'air de s'esquisser aujourd'hui en France. Vous voterez les lois d'habilitation ? Alors moi, ça ne me pose aucun problème. Si elles vont dans le bon sens, si elles font une amélioration des choses, sans doute déposerons-nous évidemment des amendements, parce que nous ne savons pas encore tout à fait quel sera le texte proposé, mais ça ne me posera aucun problème de le voter, comme d'ailleurs, sous le quinquennat précédent, j'ai voté toutes les lois sécuritaires proposées par le président précédent. L'opposition viendra donc certainement de la gauche. Je vous propose d'écouter Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti socialiste, sur cette fameuse question du droit du travail. Je m'étonne que l'on arrive à 6 jours de l'élection législative sans que le pays soit instruit de ce qu'il y aura dans ces ordonnances. Donc évidemment, tout circule. Le pire comme peut-être le meilleur. On nous dit flexi-sécurité quand on regarde le texte là qui nous est présenté. Je ne sais pas si c'est celui qui sera définitif. Je ne le pense pas. Mais si on regarde ce texte, c'est plutôt de la flexi que de la sécurité. C'est tout pour le MEDEF. Tout pour le MEDEF, ce texte, tout pour séduire la droite finalement ? Je ne fais pas ce procès d'intention au gouvernement. Je considère qu'il a pris sans doute conscience de l'échec de la politique économique du quinquennat précédent. Et d'ailleurs, je pense que M. Macron était bien placé pour en tirer les conséquences, puisqu'il était l'inspirateur de cette politique économique, puisqu'il a été conseiller économique à l'Élysée, puis ministre des Finances, et qu'aujourd'hui se rend compte que ces solutions ont échoué et qu'il faut aller dans le sens que nous préconisons. Sauf que si nous voulons vraiment être, par rapport à ce que j'ai entendu de M. Cambadélis, si les Français et les entreprises veulent vraiment être sûrs que ces textes iront assez loin pour rendre nos entreprises plus compétitives, eh bien, il faut élire des députés de la droite et du centre, plus que des députés d'En Marche, qui sont quand même, pour beaucoup, des socialistes recyclés. Sauf que justement, est-ce que ça ne vous met pas un peu en difficulté, vous les Républicains? Emmanuel Macron propose quelque chose avec lequel vous semblez être tout à fait d'accord. Un électeur va se dire autant voter pour le candidat En Marche plutôt que pour le candidat Les Républicains, puisqu'ils, sur ce point, ils sont d'accord. Je vous ai expliqué les différences essentielles dans le domaine de la sécurité et de la lutte antiterroriste, qui n'était pas jusqu'à présent une préoccupation majeure ni une priorité de M. Macron et d'En Marche. Sur le plan économique, il en va différemment. Mais si nous voulons, encore une fois, être sûrs que tout ceci ira assez loin pour permettre à nos entreprises d'être plus compétitives, eh bien, il faut donner à M. Macron une majorité qui est celle de la droite et du centre, des Républicains et UDI, ou au moins qu'il y ait un très grand nombre de députés républicains et UDI pour tirer un peu M. Macron plutôt vers la droite que vers la gauche et vers l'immobilisme. Vous pensez pouvoir avoir la majorité à l'Assemblée, vous, le groupe Les Républicains UDI ? Écoutez, c'est notre objectif. On ne se présente pas à une élection pour la perdre. Mais encore une fois, nous serons... Et ça va être difficile. Bien sûr, ça va être difficile. Il ne faut pas se le nier. En revanche, si ce n'est pas le cas, nous souhaitons une opposition tout à fait constructive et voter des textes utiles pour le pays et être le plus nombreux possible pour un peu contraindre, justement, le président Macron à mener une politique qui sera plutôt celle de la droite et du centre plutôt qu'une politique de gauche et retomber dans les errements du passé. Vous avez employé le terme de constructif, Jean-Pierre Raffarin l'emploie également, en disant que ça pourrait être finalement un groupe, les Républicains, à part. On scinderait le groupe à l'Assemblée en deux, entre ceux qui veulent être
constructif avec Emmanuel Macron et ceux qui veulent être dans l'opposition. Est-ce que ça vous semble plausible? Non, parce qu'il ne s'agit pas de se rallier au président, il s'agit de constituer une opposition, mais une opposition qui discutera, qui débattra et qui aidera le président avec ses idées, avec ses valeurs, à redresser le pays, à le sortir du déclin dans lequel l'a plongé 5 ans de socialisme. Mais vous êtes assez divisé sur cette question, parce qu'on voit certains sont clairement dans l'opposition et d'autres sont plus dans une construction au cas par cas, selon les projets de loi, selon les propositions, comme vous semblez le dire ce matin. Ben moi, je suis plutôt un rassembleur. Donc, j'espère que notre famille politique pourra rester unie. Nous avons partagé des sensibilités différentes, hein, même jusqu'à présent aux Républicains. Nous n'étions pas tous d'accord les uns avec les autres sur tous les points. Et je pense que nous devons rester unis. C'est ce qui fera notre force. Et c'est ce qui permettra d'ailleurs à une opposition d'exister, parce qu'il n'y aurait pas pire pour la démocratie que d'avoir un grand magma central formé des socialistes et d'un certain nombre de personnalités de droite et du centre ralliés, et sans opposition. Parce que sinon, l'opposition, elle sera constituée du Front National et des extrêmes. Une dernière question sur un autre sujet qui vous divise, la stratégie du ni Front républicain, ni Front National. François Baroin a dit qu'il faut qu'il y ait des désistements de candidats LR, parfois quand il y a un risque d'élection d'un candidat Front National. Est-ce que vous partagez cette position? D'abord, je pense que cette situation se présentera dans des cas très marginaux et dans très peu de circonscriptions en France, surtout quand on voit l'écroulement, aujourd'hui l'effondrement, l'explosion du Front National. Mais c'est quelque chose qui ne me jette pas, parce que d'ailleurs, pour les élections présidentielles, bien sûr, je ne veux pas contester l'élection de M. Macron, bien sûr, mais c'est plus le rejet du Front National que l'adhésion au projet de M. Macron et d'En Marche qui a prédominé pour le choix des électeurs de la droite et du centre. Donc vous êtes favorable à un Front républicain? Je n'y suis pas hostile. Merci beaucoup Philippe Goujon. Je rappelle que vous êtes député Les Républicains de Paris. Je vous remercie d'avoir été l'invité de cette matinale. Tout de suite, le débat dans Ça fait l'actu. Et donc j'accueille sur ce plateau à ma gauche Anita Hausser, vous êtes éditorialiste pour Atlantico, bonjour, et Denis Sieffert, directeur de Politif. Je vous laisse prendre place à ma droite. Bonjour à tous les deux. On va parler donc des élections législatives qui ont lieu dimanche. Voilà, c'est la dernière ligne droite. On parle d'un raz-de-marée pour La République En Marche. Est-ce que vous êtes à peu près d'accord tous les deux qu'il n'y aura pas de surprise? La République En Marche aura une majorité. Anita Hausser. Ça, je crois que c'est incontestable. C'est dans la ligne des choses. On change de président de la République. Le président de la République a une majorité à sa main quand les élections législatives suivent le scrutin présidentiel. Ça n'a pas été le cas au moment de la dissolution en 1997, mais là, il n'y a pas de problème. L'inversion du calendrier a été faite pour ça, c'est-à-dire que les législatives qui suivent la présidentielle donne une majorité au président. Denis Sieffert, même constat, ou est-ce que vous êtes un petit peu plus prudent? Est-ce qu'il y aura vraiment un raz-de-marée de députés En Marche à l'Assemblée? J'ai l'impression qu'il va y avoir un raz-de-marée pour deux raisons. La raison qui a été évoquée à l'instant, c'est-à-dire une logique institutionnelle, en somme, qui est tout à fait classique dans la Ve République. Et puis ensuite, parce que Macron a fait un sans faute, alors je conteste un peu, disons, ce diagnostic, parce que c'est de pure forme, c'est beaucoup de forme. Enfin, il a en effet fait un sans faute dans le concert international, comme on dit, et je pense que ça a joué beaucoup en sa faveur. Maintenant, il y a quand même des éléments qui interviennent juste avant le premier tour, et qui peuvent peut-être un petit peu nuancer ce constat. C'est l'affaire des ordonnances, la gravité des changements sociaux, et ça peut peut-être amener certains électeurs à changer leur vote, mais je pense que ce sera quand même marginal, vu les délais. Anita Hausser. Je pense que tout ça est assez marginal parce que d'abord ça intervient tard et on se rend compte que les événements qui interviennent juste avant le scrutin ne modifient pas le scrutin. On avait vu ça en 1988, je crois, au moment de quand il y avait eu l'affaire d'Ouvéa. Oui, c'était 88. Ça n'avait pas modifié le scrutin et la libération des otages, surtout du Liban. Et on le voit avec ce qu'on appelle l'affaire Ferrand, c'est-à-dire que ça n'a aucune prise sur l'électorat, alors qu'il y a une véritable campagne de presse sur cette affaire. Denis Sieffert, l'affaire Ferrand, justement, la droite et les socialistes espéraient que sur le terrain, les députés commencent à être questionnés un peu sur cette question. Les gens ne sont pas plus choqués que ça ne va pas influencer leur vote dimanche? Les gens ne sont pas choqués, mais en tout cas, ce n'est pas de nature à changer le vote
vu l'ampleur des enjeux de cette élection. Je crois beaucoup plus que si il y avait eu une prise de conscience et une révélation sur la nature des ordonnances, ce qui sort aujourd'hui dans le Parisien, les confrères du Parisien qui le sortent, je pense que ça aurait pu changer les choses. Mais c'est trop tard. On est trop tard et trop près de l'échéance, effectivement. Alors, les révélations du Parisien, je veux dire, c'est très complet. Donc, le temps de tout décortiquer, de réagir, il sera trop tard pour que ça beaucoup trop tard. Moi, ça me rappelle, si vous permettez, 1981, le flou qui avait été entretenu à propos des nationalisations. On dit oui, non, oui, on va nationaliser, pas vraiment, partiellement. Enfin, pendant la campagne législative, le flou a été total. Et là, il est entretenu par Emmanuel Macron, parce qu'au niveau des partenaires sociaux et de ses rencontres, il n'a pas dit grand-chose. À l'époque, le flou sur les nationalisations était entretenu par Pierre Mauroy, qui était Premier ministre et qui menait la campagne donc après l'élection, enfin après la dissolution, après l'élection de François Mitterrand. Et c'est exactement le même contexte, c'est-à-dire oui, on fera ceci, on fera cela, mais sans précision. Denis Sieffert, si Emmanuel Macron a une majorité à l'Assemblée, une majorité très large, est-ce que ça veut dire que son quinquennat sera un long fleuve tranquille? Parce que il y a une rébellion qui peut quand même opérer au cas où des choix ne seraient pas partagés par les députés En Marche, finalement. Alors les députés En Marche eux-mêmes, peut-être il y aura peut-être quelques nuances qui vont s'exprimer, mais c'est sans doute aussi plus dans la rue que les choses risquent de survenir. Et on peut pas imaginer que les ordonnances telles qu'elles sont maintenant à peu près connues, en tout cas de nous, si ce n'est du grand public, vont passer comme ça, comme une lettre à la poste. Je pense qu'effectivement, il y aura un automne qui sera probablement difficile, mais c'est sûr que ça lui donne une légitimité et une force qu'aucun autre président n'a eu, en tout cas dans la période récente, avant lui. Et ça, Anita Özer, ça peut être compliqué pour un député En Marche nouvellement élu de voir une contestation sociale très forte. Est-ce que ça peut lui donner des envies d'indiscipline par rapport au président de la République et à la ligne gouvernementale? D'abord, on leur a demandé, on a demandé aux candidats d'En Marche de prendre des engagements. Alors, je sais bien que le mandat n'est pas impératif, mais enfin, ils sont quand même... Emmanuel Macron a fait sa campagne sur les ordonnances, sur cette réforme du travail, de la loi travail, enfin du code du travail. Donc, je pense qu'au départ, ils n'auront pas beaucoup d'état d'âme. En revanche, quand ils rentreront dans leur circonscription, quand ils verront la contestation de leurs électeurs, les choses vont un peu bouger. Mais il va y avoir les vacances. La rentrée va certainement être anticipée. La rentrée parlementaire, théoriquement, c'est en octobre, mais ça va être au mois de septembre, parce que le fait qu'on ne vote pas les ordonnances avant l'été, donc ça laisse le temps de les peaufiner. Mais, enfin, la loi d'habilitation, oui, mais pas les ordonnances en tant que telles. Donc oui, mais je ne vois pas se dessiner un groupe de frondeurs comme on en a connu pendant 5 ans. Et alors, on voit donc pour La République En Marche que ça devrait bien se passer. Pour les autres partis, on annonce des scores catastrophiques, notamment pour le Parti Socialiste. Denis Sieffert, l'hypothèse de 25 députés est plausible pour l'état-major du Parti Socialiste, voire moins. Le Parti Socialiste, on ne sait plus ce que c'est déjà, parce qu'il y a un grand nombre d'entre eux qui sont partis vers En Marche, d'autres qui ne savent plus où ils habitent, et quelques-uns qui sont autour d'Hamon, disons, et quelques autres qui revendiquent toujours le label, et même, je dirais, la tradition véritablement social-démocrate, c'est-à-dire de gauche, et ceux-là seront en effet sans doute très peu nombreux, mais c'est plusieurs PS plutôt qu'un seul. Et donc, effectivement, ça augure d'un désastre programmé. Très peu de députés PS, Anita Özer, et chacun avec une ligne différente. Pas chacun, mais enfin, les 3 lignes que Denis Sieffert vient de dessiner. Non, à propos du groupe En Marche, s'il est aussi complet, enfin aussi large, un groupe ne reste jamais aussi compact qu'il est au départ. Donc il y aura forcément des fissures au cours du mandat. Il y aura des contestations, des projets de loi qui seront controversés. Mais ça, c'est la loi de la démocratie. Ça, c'est toujours vu comme ça. En 93, quand il y avait eu une majorité, alors là, absolument monumentale, il y avait plus de 450 députés de droite. Et ben, on a bien vu qu'entre l'UDF et le RPR, ça ne fonctionnait pas. Donc, c'est la vie de la démocratie. On ne va pas avoir de godillots au sens où on les a connus autrefois, je ne le crois pas. Et pour justement la droite et les Républicains, on est passé du discours à nous aurons une majorité à l'Assemblée à on espère 130, 140 députés. C'est à peu près ce sur quoi tablent les Républicains et l'UDI ?
C'est ce qu'on voit dans les sondages, semble-t-il, et puis dans leurs projections qui sont un peu plus optimistes encore. Et bon, le problème, c'est que finalement, Macron leur vole un peu la laine sur le dos. C'est-à-dire que les ordonnances, justement, c'est quand même, ça plaît beaucoup au MEDEF. Et ça plaît beaucoup à la plupart, si ce n'est à la totalité des Républicains. Donc on les voit mal se lancer dans une fronde, comme on dit, contre En Marche. Ils vont être en très mauvaise posture pour râler. Et Anita Hauser, sur les deux autres partis, la France Insoumise et le Front National, qui avaient une dynamique très importante au lendemain de l'élection présidentielle, on a l'impression que cette campagne des législatives patine un peu plus de part et d'autre, notamment le Front National, qui est quasiment absent de cette campagne. D'abord, ils ont perdu. Marine Le Pen accuse le coup. Je crois qu'elle a encaissé lourdement sa défaite, et qui était lourde d'ailleurs. Et bon, ils ne peuvent pas... Il n'y a plus de dynamique. Donc, les bastions du Front National... je pense qu'ils vont concrétiser et avoir quelques députés, voir de quoi faire un groupe. La France Insoumise se substitue en quelque sorte au Parti communiste en amplifiant un peu le score, mais on ne voit pas non plus de majorité ou de groupe important se dessiner dans ce scrutin. Et quant aux Républicains, enfin quant à Emmanuel Macron plutôt, il a réussi à fracasser le PS, bon, qui était déjà très affaibli avant la campagne, et les Républicains qui espéraient gagner cette élection au fin novembre, quand François Fillon avait été désigné, élu à la primaire. C'est beaucoup de choses depuis. Merci beaucoup à tous les deux. Restez ici, puisque je vous propose d'assister à la chronique com de Ludovic Faux. Et comme chaque lundi, on décrypte la communication. Ludovic, ce matin, celle très maîtrisée d'Emmanuel Macron, une communication qui tranche avec ses prédécesseurs. Ah oui, après Nicolas Sarkozy qui a saturé l'espace médiatique, après François Hollande qui a beaucoup parlé aux journalistes, eh bien Emmanuel Macron a décidé lui de ne pas galvauder sa parole et même de recréer de la distance avec les médias pour installer et affirmer son autorité. Résultat, depuis sa prise de fonction, eh bien il privilégie les prises de parole officielles et ça donne ça. Mes chers compatriotes, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Général, commandant l'opération Barkhane, officiers, Mesdames et Messieurs. Alors cela permet une communication très contrôlée et même quand il se prête à l'exercice de la conférence de presse, eh bien Emmanuel Macron n'hésite pas à refuser de répondre à une question, par exemple sur l'affaire Ferrand à la fin du G7 en Italie. Quand je suis à l'étranger sur un sujet international, je ne fais aucun commentaire sur la politique française, aucun. Sauf que depuis, interrogé sur le même sujet en Bretagne, Emmanuel Macron a de nouveau esquivé. Comme vous le voyez avec ce diaporama mis en ligne sur le site de l'Élysée, il a préféré aller au contact des Français car tout en misant sur les symboles, les images pour soigner sa stature de chef de l'État, eh bien Emmanuel Macron veut par ailleurs montrer aux électeurs qu'il tient à son lien avec eux. Et ça passe notamment par les réseaux sociaux. Absolument, grâce à Internet, aux réseaux sociaux, eh bien, Emmanuel Macron tente d'être son propre média, de la com directe en quelque sorte. Lorsque Donald Trump a décidé de sortir des accords de Paris, le président français a ainsi fait envoyer ce message que vous voyez à l'écran sur Twitter. Rendre sa grandeur à notre planète, je traduis, c'est la fameuse phrase qu'il a prononcée en anglais et qui détourne le slogan du président américain. Avec ce message relayé plus de 236 000 fois sur Twitter, eh bien, Emmanuel Macron a battu le record de retweets pour un compte français. Bref, la communication d'Emmanuel Macron, c'est une tentative de synthèse entre Mitterrand et Obama, une sorte de Jupiter 2.0. C'est Harold Ozzi, l'ancien conseiller en communication de Manuel Valls, qui a trouvé cette formule Jupiter 2.0. Mais on l'a vu ces derniers jours, même avec une communication sous contrôle, un faux pas est toujours possible. Oui, si Emmanuel Macron verrouille sa com, c'est qu'il se méfie des médias et peut-être de lui-même. Ces 3 dernières années, il a commis plusieurs gaffes ou maladresses. Alors depuis son élection, en revanche, c'était un véritable sans faute jusqu'à jeudi dernier. En visite dans le Morbihan, le président français discute de différents types d'embarcations, dont ce qu'on appelle les kwassa-kwassa, des bateaux de pêche parfois chargés de Comoriens qui tentent de rejoindre Mayotte. Un périple dangereux qui fait de nombreux morts. Regardez cette séquence repérée par l'émission Quotidien. Non, c'est un Mayotte, les kwassa-kwassa. Président, vous êtes un connaisseur. Mais le kwassa-kwassa pêche peu. Il amène du Comorien. C'est différent.
Alors, maladresse ou dérapage, en parlant ainsi d'un drame de l'immigration, Emmanuel Macron a provoqué un tollé. Ce week-end, l'Élysée a déminé en regrettant, je cite, un trait d'humour malheureux qui a pu blesser. Ce faux pas risque en tout cas d'inciter Emmanuel Macron à quoi ? Eh bien, à verrouiller encore un peu plus sa parole et sa communication. Merci beaucoup Ludovic, merci Anita Hausser, éditorialiste pour Atlantico, merci Denis Sieffer, directeur de Politis. L'information continue sur LCP. Bien sûr, à 14h, vous retrouvez Rim Benhammer pour LCP Info, 19h30 législative 2017 et puis toute la journée, toutes les informations, tous nos reportages sur notre site internet lcp.fr. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Brigitte Boucher à 9h. L'invité de la matinale sera le président du groupe socialiste ici à l'Assemblée, Olivier Faure. Je vous souhaite une très belle journée à tous sur les chaînes parlementaires, évidemment.